sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Selon des données obtenues par la presse canadienne, il y a 134 salles d'opération qui sont fermées au Québec sur les 560 disponibles. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui attendent si longtemps pour passer sous le bistouri, pour avoir leur chirurgie, alors qu'il y a plein de salles libres? On en parle avec le docteur Patrick Charlebois, chirurgien général et président de l'Association québécoise de chirurgie. Bonjour, docteur Charlebois. Bonjour, M. Martineau. C'est très difficile de comprendre ça, là. On se dit qu'il y a plein de salles d'opération qui sont fermées, qui pourraient être utilisées, qui sont fermées. Comment ça se fait? Manque de personnel? D'abord, c'est pas un phénomène. C'est beaucoup question de manque de personnel. Et c'est pas nouveau là, qu'il y a une centaine de salles d'opération au Québec qui sont fermées. Alors, j'ai déjà commenté dans les médias cette nouvelle semblable dans les dernières années. Donc, il n'y a pas une soudaine augmentation du nombre de fermetures de salles d'opération. C'est le manque de ressources humaines en particulier, à différents niveaux. Hein, ça prend tous les maillons là, de la chaîne pour faire fonctionner une salle d'opération. Moi, je suis à la maison aujourd'hui sur une journée où j'étais supposé opérer. J'ai fini ma journée à 13 heures parce que le patient que j'étais supposé opérer, le gros cas de ma journée, par manque de personnel, en clinique préopératoire, donc le patient n'a pas pu être vu à temps, il a été vu 24 heures avant son opération, un problème de santé qui mettait plus à risque de complications pour l'opération, a été décelé. Donc hier, on est obligé de canceller l'opération, on s'est débattu pour essayer de trouver d'autres cas pour remplir le temps, mais pas la journée au complet. Donc c'est un exemple qui est très concret, qui est moi, ma journée aujourd'hui, mais il faut comprendre que dans ce cas-ci, c'était vraiment en amont, en clinique préopératoire qui était le problème. Mais il nous manque de personnel dans les salles d'opération, autant au niveau des infirmières, des préposés, des inhalothérapeutes, parfois des anesthésistes, mais aussi en post-opératoire. Ça nous prend de la place où les mettre, ces patients-là, en salle de réveil, en lit d'hospitalisation. Donc, s'il y a un maillon qui manque, on peut pas ouvrir de salle. Écoutez, ça doit être extrêmement frustrant pour les chirurgiens. Vous étudiez de longues années, vous voulez sauver le plus de gens possible, hein, faire des opérations, avoir le plus de patients possible, et vous ne pouvez pas travailler au maximum de vos capacités. C'est pour ça qu'il y a des gens, à un moment donné, qui disent, je vais lever les feutres, puis je vais aller ailleurs, parce que moi, j'ai été formé pour piloter un bolide de Formule 1, puis on me donne une vieille Lada. Moi, j'ai le goût de me réaliser avec une Formule 1, pas avec une vieille Lada. Tout à fait. Bon, la comparaison peut-être pas la bonne parce que on travaille dans des bons environnements. Là. Nos salles d'opération, règle générale, le personnel avec qui on est de qualité, ils sont connaissants, habiletés, on a les équipements nécessaires pour faire notre travail, qui sont pas, c'est pas vrai partout, là, il y a des hôpitaux qui sont très désuets, là, mais la salle d'opération demeure un environnement de ces hôpitaux-là qui est privilégié. Hein. Mais c'est clair qu'on a été entraîné et qu'on a choisi une profession de chirurgien pour opérer. Et un chirurgien au Québec, il opère une journée par semaine. Et dans certains milieux, ça peut être jusqu'à 6 journées par mois. Mais la plupart d'entre nous, on se bat pour avoir une journée par semaine. Et dans certains milieux, en Outaouais, par exemple, où il y a une pénurie criante de personnel, la moitié de leurs salles d'opération sont fermées, ils opèrent encore pas mal moins que ça. Alors, c'est ça qui est décevant. Pour maintenir nos habiletés, il faut travailler régulièrement, avoir un bon volume d'activité, et le système nous limite dans ce qu'on peut faire.
J'ai eu un cancer de la prostate, ils m'ont enlevé la prostate et j'ai participé à un documentaire sur le cancer de la prostate et j'ai pu assister à l'opération que j'ai subie finalement. Donc, j'étais dans la salle opératoire, ce qui est assez rare, là, et j'ai vu tous ces gens-là travailler ensemble. Je peux vous dire, j'ai été extrêmement impressionné. C'est une chorégraphie. Chacun a ses tâches et tout ça. C'était magnifique à voir, mais ça prend beaucoup de gens pour faire une opération. Des gens spécialisés. Ça prend beaucoup de gens et il y a tellement de belles opportunités de créer des équipes comme ça qui sont dynamiques, qui ont une certaine autonomie dans ce qu'ils peuvent faire, qui peuvent se créer des projets. Donc, c'est un peu d'investissement et de croire dans ces gens-là, avoir un modèle de gestion qui donne le pouvoir à ces gens-là de faire fonctionner leur environnement plutôt que d'avoir une administration centralisatrice dirigée par des comptables et des hommes d'affaires. Il y a un très grand potentiel pour notre système de santé publique, mais il faut le gérer différemment. Il faut rendre le milieu, les environnements de travail dans le système de santé publique attrayants pour pouvoir recruter et retenir notre personnel. Exactement, parce qu'il y a des jeunes, ça leur tente peut-être pas d'étudier en chirurgie au Québec en disant, ben là, il y a plein de problèmes et il faut décentraliser le système de santé. Ça fait des années que j'entends ça. Il faut que ça soit décentralisé. On a toujours le réflexe, quel que soit le gouvernement en place, de tout centraliser. Oui, effectivement. Puis la Santé Québec est un exemple flagrant. Oui. On regarde le nombre de travailleurs dans le système public qui a augmenté là, de façon importante dans les 8 dernières années. Donc, on gonfle la fonction publique, puis on coupe dans les budgets de la santé pour les gens sur le terrain. Alors que ce que j'expliquais avant, c'est alors que de donner le pouvoir dans les mains de ces gens-là, c'est ce qui valorise leur travail, c'est ce qui va rendre leur travail non seulement plus efficace, mais qui va leur permettre, qui va les valoriser et les garder dans le milieu. Ben, je suis très content pour les chirurgiens. Oui. Si j'ai une minute de plus pour les chirurgiens aussi, c'est effectivement une question de la rétention et le recrutement dans notre domaine sans ressources pour opérer, c'est problématique. Les négociations, les lois spéciales du gouvernement, les négociations qui piétinent, c'est pas un environnement qui est favorable à attirer les meilleurs talents par ici. On va manquer de chirurgiens bientôt. Hein. Moi, je sonne l'alarme autant que je peux quand je suis dans les médias. Là. D'ici 5 ans, on va avoir une pénurie de chirurgiens. Il va nous manquer une centaine de chirurgiens. Je décris cette situation-là et le gouvernement s'entête à me refuser des postes de résidence supplémentaires pour des chirurgiens formés ici. Ben écoutez, merci beaucoup. On va s'en reparler. Je suis très content de vous avoir parlé, mais je préférerais que vous soyez cet après-midi dans une salle d'opération à faire votre job. Moi aussi. Merci beaucoup, Dr. Ça va Patrick faire plaisir. Charles Lebois, président de l'Association québécoise de chirurgie. Merci. Merci, au revoir.